On est à l'approche d'Halloween, et pour une fois j'ai envie de faire une vidéo thématique sur la chaîne, en partant du principe que je suis suffisamment discipliné pour sortir cette vidéo dans les temps, et ce fait est sujet à caution. Alors je vais pas parler des mangas d'horreur, j'ai bien envie de faire une vidéo sur les mangas de Junji Ito, mais je suis clairement pas assez calé sur le sujet pour faire un contenu intéressant. Mais je le rajoute sur ma longue liste de choses à faire, évidemment. Non, on va faire quelque chose de plus familier pour les standards de la chaîne, juste avant de nous en éloigner un peu la prochaine fois. La dernière fois que j'ai parlé d'un arc de One Piece, c'était pour évoquer le cas de l'île des hommes-poissons. Un arc trop souvent descendu par la communauté, alors qu'il est plein de bonnes idées et que globalement, il est très important pour la suite de l'histoire, en plus d'apporter un message très positif sur la tolérance. Et l'arc dont je vais parler aujourd'hui est lui aussi trop souvent méprisé par les lecteurs, alors qu'il est probablement un des plus représentatifs d'une époque. Thriller Bark prend place juste après l'enchaînement d'Heavy Backfight, Water 7 et Enies Lobby, dont j'ai déjà pu parler au début de cette année 2024. Après qu'ils aient réussi à fuir le navire de Garp, un peu sous la pression d'un boulet de canon qui devait faire au moins la moitié d'une île, Luffy et l'équipage continuent à naviguer en direction du Nouveau Monde. Mais ils finissent par dériver dans une zone qui s'appelle le Triangle de Florian, ils devront trouver un moyen de s'en sortir, mais ils vont faire la rencontre de deux personnages, Brook, un squelette qui parle et qui erre seul sur un bateau depuis des dizaines d'années, et un grand corsaire qui a le pouvoir de manipuler les ombres à sa guise, un certain Gecko Moria. L'équipage va perdre leurs ombres respectives, et ce qui était à la base une petite aventure, va se transformer en véritable compte à rebours pour eux. J'ai l'impression que tous les arcs de One Piece qui sont critiqués par les fans ont le même problème. Soit ils négligent leur importance pour la suite de l'histoire, c'est le cas notamment avec l'île des hommes-poissons, soit ils sont trop focus sur l'aspect combat pour voir tout ce qu'il y a autour. Mais bon, je ne referai pas toute une communauté, encore moins celle de One Piece. Alors je vais me contenter de vous expliquer pourquoi Thriller Bark est un arc bien plus incroyable qu'il n'y paraît, et pourquoi vous devez le relire si vous n'en avez qu'un vague souvenir. Thriller Bark est le 18e arc de One Piece. C'est un arc dont l'histoire se déroule entre le chapitre 442 et le chapitre 489, donc un peu moins d'une cinquantaine de chapitres. Il nous introduit des personnages tels que Moria, dont il me semble qu'on ne l'a jamais vu à ce stade, ou Bartholomew Kuma, qui lui avait fait une brève apparition durant l'arc Jaya, lorsque les corsaires se rassemblent pour trouver un remplaçant pour Crocodile. Je vais faire une petite précision avant de commencer. Pendant toute la vidéo, je vais parler de Thriller Bark comme d'une île. C'est juste un petit abus de langage de ma part, puisque Thriller Bark est un navire en réalité. Sûrement le plus grand de tout le monde de One Piece, mais un navire quand même. Il est composé de gigantesques barrières, qui sont liées à une île par une chaîne. Moria a fait le trajet avec Thriller Bark depuis West Blue, jusqu'aux autres grandes lines. Voilà, ça me paraissait important de faire cette petite précision, avant qu'on me le fasse remarquer en commentaire. Retour à la vidéo maintenant. Au fil de leurs aventures, l'équipage et le Sunny vont se retrouver bloqués dans une zone qui se nomme le Triangle de Florian, une partie de l'océan où tous les appareils de navigation se dérèglent, et où chaque équipage se trouve privé de repères. Si jamais certains jeunes n'ont pas la ref, c'est inspiré d'une zone réelle qui s'appelle le Triangle des Bermudes. Le Triangle de Florian est un véritable cimetière de bateaux, mais il existe une île au centre où Luffy et les autres pourront espérer trouver de l'aide, Thriller Bark. Pour explorer l'île, on va retrouver quelque chose qui sera assez rare tout au long de One Piece, l'équipage travaille ensemble pour avancer. Même s'ils sont séparés au début, les membres ne s'éloignent pas les uns des autres et n'hésitent pas à se donner des coups de main, chacun en utilisant son atout personnel. Cette forme de synergie est mine de rien assez peu fréquente dans le manga d'Eiichiro Oda. D'habitude, on est plus sur un schéma où chacun prend un chemin différent et affronte en général un adversaire. C'était le cas à Enies Lobby qui se passe juste avant. Là, chaque membre n'hésite pas à demander un coup de main aux autres, Franky construit un pont en live pour que tout le monde avance, les membres les plus forts couvrent les plus faibles au fur et à mesure qu'ils avancent, et je trouve que ce côté-là se résume parfaitement avec cette technique. Oda est un assassin de ne jamais l'avoir remontré. Non, plus sérieusement, on y voit des techniques telles que le jackpot à 600 millions de berries, ou le nunchaku de pierre de Franky, qu'on ne reverra que dans One Piece United Cruise 2. Et j'imagine que c'est pas si mal. Et le climax de l'arc montre que tout le monde se fait confiance, et que personne n'abandonne le champ de bataille. Le soleil se lève et tout le monde risque de mourir évaporé par le soleil. Mais l'équipage a confiance dans les capacités de son capitaine à vaincre Moria et à récupérer ce qu'ils ont perdu. Une autre preuve de la confiance aveugle des membres envers Luffy se trouve après la bataille, mais ça je vais y revenir en temps voulu. Toujours un peu dans cette idée-là, l'arc met en valeur les membres de l'équipage qui ont été trop souvent sous-estimés. Je peux prendre par exemple le cas de Chopper. Il est confronté au Dr Hawkback, qui est quelqu'un qu'il admirait avant qu'il se rende compte des actes atroces qu'il a commis pour assouvir son désir morbide d'expérimentation. Je l'avais très vite évoqué à la fin de ma vidéo sur l'arc Enies Lobby, au moment où je dis que l'arc qui nous intéresse aujourd'hui pourrait faire office de 4e acte suite au sauvetage de Robin, mais Usopp est un élément indispensable dans Thriller Bark. Le sniper de l'équipage au chapeau de paille était à la recherche de sa place au sein de son groupe, et comme par miracle, il fait face au seul adversaire que lui seul peut vaincre. Perona est une manipulatrice des fantômes qui est capable de faire plier le plus valeureux des guerriers pour en faire un dépressif prêt à se jeter dans le vide, tel un fan de Blue Lock qui regarde l'adaptation animée. Mais ce que Perona n'avait pas prévu, c'est que son pouvoir n'a aucun effet sur quelqu'un qui déprime déjà sur sa condition, et c'est de là qu'Usopp tire sa force. Il n'est pas affecté par les Negative Hollow, et il est le seul membre de l'équipe à pouvoir l'atteindre, et finalement à la vaincre. Même si ce n'est pas quelque chose qui revient régulièrement dans le manga, et c'est un peu dommage d'ailleurs,
Il ne faut pas oublier que Usopp est capable d'être une pièce maîtresse de l'équipage au chapeau de paille. Il est évidemment loin d'atteindre son rêve de devenir un valeureux guerrier des mers, mais il a plus d'un atout dans son sac, et il arrive toujours à ne pas se laisser envahir par la peur, qui se traduirait par les comportements les plus lâches et égoïstes qui soient, comme la trahison. Même s'il manque de force concrète pour faire face à ses ennemis, j'espère qu'Eiichiro Oda lui réserve une place de choix pour le grand final du manga. Pour en revenir à mon point d'une manière plus générale, la notion d'équipage elle-même est importante à Thriller Bark. Les personnages avancent ensemble dans un même but, et j'ai adoré voir cette synergie. Évidemment, qui dit bonne histoire dit bon antagoniste, et One Piece ne fait pas exception à la règle. Luffy va devoir affronter un grand corsaire nommé Gecko Moria, et je trouve qu'on n'a pas assez respecté ce personnage. Moria n'est pas seulement l'ennemi qui va s'opposer à l'équipage, quand on y regarde de plus près, on peut se rendre compte d'une chose, il est traumatisé. Moria va chercher à dissuader Luffy de se rendre dans le Nouveau Monde, mais pour chercher à comprendre pourquoi, on va se pencher sur ce qu'il a vécu avant le début de l'histoire de One Piece. Comme beaucoup de gens, Moria s'est lancé sur les mers suite aux dernières paroles de Gold Roger, qui promettait gloire, pouvoir et richesse à quiconque arrivait à se rendre sur Raftel et à récupérer le trésor qui s'y cache. Mais à l'opposé de ce qu'on pourrait penser de lui quand on le voit, Moria était considéré comme un pirate extrêmement prometteur par les autres pirates de sa génération. Malin, avec un grand équipage pour qui il avait de l'affection, et un fruit du démon lui permettant un certain nombre de choses, il était redouté par beaucoup, avant d'entrer dans la seconde partie de Grand Line. Mais le Nouveau Monde signera la fin de sa vie de pirate, et la destruction de tous ses idéaux. Alors qu'il est parvenu jusqu'à l'île de Wano Kuni, sans acquis c'est une performance, il perdra tout dans son affrontement contre un autre pirate redouté, un certain Kaido. Son équipage a péri dans la bataille, et il a juste réussi à s'enfuir avec deux choses, le corps du guerrier légendaire de l'île, Ryuma, et son sabre tout aussi légendaire, Shusui. Il acceptera un poste de grand corsaire tout en constituant une armée de zombies en cachette, dans l'espoir de revenir dans le Nouveau Monde un jour. Durant l'arc Thriller Bark, Moria porte encore les séquelles de son voyage de pirate, et c'est pour ça qu'il parle de cette façon à Luffy. Ils sont ennemis certes, mais il est le seul des deux à connaître la dangerosité de cette zone. Il arrive à reconnaître la force de Luffy, sinon il ne lui aurait pas pris son ombre pour la donner à Oz, qui est le zombie le plus puissant de son armée. Mais malgré lui, il veut qu'il ne reproduise pas les mêmes erreurs, et il cherchera à le prévenir qu'il n'est pas prêt à aller plus loin. Gecko Moria a mangé le Kage Kage no Mi, un fruit qui lui a donné le pouvoir de manipuler les ombres, que ce soit la sienne ou celle de ses adversaires. Grâce à lui, Moria est capable de créer de véritables zombies, en volant l'ombre de quelqu'un et en la greffant sur un cadavre. Et il y a quelque chose d'intéressant, le zombie va obtenir la personnalité et une partie des capacités de la personne à qui l'ombre appartenait à la base. Mais un zombie qui entre en contact avec du sel perdra l'ombre qui lui est associée, qui reviendra alors à son propriétaire originel. Une autre chose un peu curieuse, Oz, qui possède la panoplie de coups de Luffy pendant tout l'arc, doit apprendre à gérer ses nouvelles capacités avec son gabarit de géant, et surtout sans aucun membre de son corps capable de s'allonger. Et Moria est capable de l'aider à étirer son corps en manipulant son ombre. Donc même si Moria est assez arrogant et trop sûr de lui, il n'est pas à sous-estimer. Au contraire, je pense qu'il fait partie des personnages qui ont appris à gérer le mieux les pouvoirs de son fruit du démon. Un peu comme avec Crocodile, les pouvoirs de Moria ont une faiblesse tout à fait naturelle. Et comme l'équipage a déjà un passif avec ce genre d'ennemis, sa dangerosité n'est pas si flagrante que ça. Ni pour eux, ni pour nous d'ailleurs. Moria n'est pas un antagoniste très intéressant si on s'arrête à Thriller Bark. Son armée se fait battre assez facilement par une forme cartoonesque de Luffy, mais sa maladresse permet de mettre en avant le travail d'équipe de l'équipage au chapeau de paille. D'autant plus que si on prend en considération son passé, il ne semble pas du tout avoir appris de ses erreurs face à Kaido. Il est toujours aussi arrogant et confiant en son pouvoir, et il n'arrive toujours pas à juger la puissance de son adversaire. Mais en tant que personnage global de l'univers de One Piece, j'ai bien envie de le revoir un jour, et je me demande de quel côté il va être quand il réapparaîtra. Avant de croiser le chemin du grand corsaire, Luffy va faire la rencontre d'un drôle de personnage qui erre sur un navire depuis des dizaines d'années, Brook. Il est un humain qui a mangé le fruit de la résurrection, un fruit qui, comme son nom l'indique, le ramène dans son corps après sa première mort. Le problème de Brook est qu'il est coincé dans la zone du triangle de Florian. Il a perdu son ombre quand il a affronté Moria pour la première fois, donc il ne peut pas en sortir sous peine de mort instantanée. Son flashback est sûrement un des plus tristes de tout l'équipage. Il a perdu son premier équipage à cause d'une épidémie. Suite à son premier décès, son âme a mis plus d'1 an à retrouver son corps. Ce délai s'explique par le brouillard épais qui entoure toute la zone. Et alors qu'il cherchait juste des pièces pour réparer son navire, il s'est fait voler son ombre par Moria. Il est alors condamné à errer pendant plus de 50 ans, avant de faire la connaissance de l'équipage au chapeau de paille qui va le sauver. C'est Zoro qui va se charger de venger Brook, puisqu'il va affronter le samouraï légendaire Ryuma, qui vit grâce à l'ombre du musicien et Screamer. Ce combat fait partie des grands moments de Thriller Bark, et le personnage de Ryuma dégage une aura tellement mystérieuse, qui sera renforcée à Wano, il faut bien l'admettre, qu'il a un épisode spécial sorti il y a quelques mois sur ADN, adapté du one-shot d'Oda sur le personnage. Je l'ai pas vu, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ce combat permettra à Zoro de terminer l'intrigue qui avait commencé à Enies Lobby,
puisqu'il y avait perdu un sabre et qu'il en récupère un nouveau, et pas n'importe lequel, le trésor de Wano Kuni et un sabre à la lame noire, Shusui. Mais revenons à Brook. Quand on le voit pour la première fois, Brook est un personnage plutôt comique, mais qui cache en réalité des dizaines d'années de solitude. La mise en scène de son flashback est très bien réussie et souligne parfaitement toutes les épreuves qu'il a pu endurer. Même s'il n'est pas le membre le plus efficace de l'équipage, Brook est un de mes préférés. Il a eu une vie complète avant de l'intégrer et ses valeurs de pirate ne font aucun doute. Courageux malgré ses faiblesses, il a un sens de l'honneur très prononcé. Ceux qui ont lu l'arc Whole Cake Island savent de quoi il est vraiment capable en situation de crise, et son histoire personnelle le rend très attachant dès le départ. La seule chose à laquelle il pense malgré ses échecs à Thriller Bark, c'est continuer à tout faire pour respecter la promesse qu'il a faite à Laboon, plus de 60 ans plus tard. Bref, Brook est un ajout à l'équipage qui est plus que bienvenu, et j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve encore aujourd'hui. Thriller Bark ressemble beaucoup à Skypiea sur quelques points, pour son ambiance d'aventure dans l'inconnu notamment, mais la narration est un peu différente de lui. Cette fois, un peu comme avec le reste des arcs de One Piece d'ailleurs, c'est l'aventure qui se met sur la route des protagonistes. Mais Eiichiro Oda arrive à concilier une intrigue qui avance, et cet aspect d'inconnu qui motive Luffy à partir à l'aventure. C'est un des seuls arcs, si ce n'est le seul d'ailleurs, où ces deux côtés arrivent à bien cohabiter ensemble. La notion d'aventure est symbolique du One Piece pré-ellipse. Dans le Nouveau Monde, si les chapeaux de paille se rendent sur une certaine île, c'est forcément justifié par le scénario qui doit avancer. Et c'est une vision qui se défend totalement. J'apprécie beaucoup plus l'intrigue qui se passe après l'ellipse. Mais je dois bien avouer que parfois, j'aimerais qu'on prenne juste le temps d'une parenthèse pour ces personnages. Qu'ils découvrent une île qu'ils veulent explorer, juste pour le plaisir de voir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, que ce soit un prétexte pour Oda de caler les blagues les plus débiles qu'il ait en stock, avant de replonger dans le dur du scénario. Thriller Bark est rempli de ce genre de moments qui nous font oublier qu'une intrigue plus grave se passe en parallèle. Les zombies qui font vite fait peur mais qui s'arrêtent de courir parce qu'ils ont aucun cardio, le cerbère rafistolé qui a 2 tiers chien et 1 tiers renard, Luffy qui confond un zombie avec un vieillard gravement blessé, Sanji qui avoue avoir voulu manger le fruit de l'invisibilité pour pouvoir mater des femmes, c'est vraiment ce genre de truc régressif au possible qui manque au One Piece d'aujourd'hui. Et encore une fois, c'est un avis personnel. Bon, ça me semble un peu tard de parler de ça, vu qu'on approche de la guerre finale, mais si je dois émettre une critique au post-ellipse de One Piece, ce serait sûrement ça. Mais l'arc n'est pas fini et la visite d'un mystérieux personnage pourrait bien changer complètement l'ambiance de Thriller Bark. Une intrigue parallèle se joue vers la fin du passage des chapeaux de paille. Bartholomew Kuma se rend sur l'île pour transmettre l'invitation du gouvernement mondial à l'exécution de Ace. Sa défaite sera alors définitivement confirmée à ce moment-là. Mais alors que Moria tombe complètement vaincu, Kuma décide d'affronter à lui tout seul tout l'équipage qui est épuisé par l'affrontement. Il les gère assez facilement et le combat se fait en sens unique, jusqu'à l'intervention de 2 personnages, les 2 ailes du futur roi des pirates. Sanji est prêt à se sacrifier et se brise la jambe contre Kuma, jusqu'à ce que Zoro décide de prendre cette responsabilité. Le marché que lui propose le grand corsaire est simple, il devra endurer toutes les souffrances de Luffy pour qu'il parte. Sans l'ombre d'une hésitation, il se jette dans la gigantesque paume et encaisse les dégâts, non sans avoir proclamé que son capitaine deviendrait le prochain roi des pirates juste avant. C'est cet acte de Zoro qui va définitivement confirmer le message qu'a voulu porter Oda à travers tout l'arc Thriller Bark, et ça même si vous êtes un peu lent à comprendre. Tout l'équipage prend les pires risques pour que Luffy puisse atteindre son rêve, et je pense que l'histoire avait besoin de montrer que les chapeaux de paille étaient devenus à nouveau un groupe solide, après un enchaînement Water 7 et Enies Lobby qui les avait sérieusement fragilisés. Et c'est une des raisons qui me font penser que Thriller Bark est une suite à Enies Lobby dans les idées et les thématiques. Mais si ça c'est la face visible de l'iceberg, on peut se demander les réelles motivations de Kuma. Pourquoi comme Aokiji, il a voulu tester les chapeaux de paille au lieu de simplement les vaincre? Et si vous n'êtes pas au fait des derniers événements des scans, vous serez surpris de savoir qu'on a eu la réponse à cette question que très récemment. Si vous n'êtes pas arrivé à la fin de l'arc Egghead, je vous invite à vous rendre à ce timecode pour arriver directement à ma conclusion. Egghead prend place juste après la bataille d'Onigashima, et cet arc signe le retour de 2 personnages, Jewelry Bonnie et Bartholomew Kuma. On y apprend que les deux sont liés, Bonnie est la fille de celui qu'on appelait le tyran. Et son flashback nous donne aussi un autre point de vue sur ce qui s'est passé après la défaite de Moria. Il disait simplement suivre les ordres de la marine, mais on y apprend qu'il suit les aventures de Luffy depuis bien plus longtemps que ça. Membre de l'armée révolutionnaire, il a vite appris que Dragon avait un fils, et il a voulu tester de quoi le fils de son ami était capable, en sachant pertinemment qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Si je me permets de faire une petite digression pour parler des scans actuels, c'est parce que ce moment donne une autre dimension au personnage de Kuma. De quelqu'un qui paraît froidement robotique, il est en réalité un homme qui a toujours été considéré comme un rebut de la société et qui a accepté sa place de pion du gouvernement mondial afin que la personne qu'il aimait le plus au monde puisse vivre. On comprend mieux tous les actes qu'il a commis quand il a rencontré l'équipage au chapeau de paille. Il était sur l'île de Sabondi pour rendre visite une dernière fois à sa petite fille, mais il est resté quand il a appris que Luffy avait frappé un dragon céleste. S'il a propulsé les différents membres de l'équipage aux 4 coins du monde, c'était pour les protéger d'un danger qu'ils ne pouvaient pas encore affronter. Depuis l'arc de Thriller Bark, il a été l'ange gardien de tous les protagonistes, une sorte de cadeau d'adieu qu'il a fait à tous ses anciens compagnons, en prenant soin de la génération qui changera le monde.
Je me permets cette petite digression sur le personnage de Kuma, même en dehors de Thriller Bark, parce que j'ai relu l'arc après Egghead, et force est de constater que ça change pas mal le point de vue que j'ai sur les événements. Kuma est un personnage infiniment bon malgré les apparences, qui n'a pas hésité une seconde à se sacrifier corps et âme, littéralement, pour le bien de sa fille, et tous les actes qu'il a commis vont dans ce sens. Il a senti avant tout le monde que Luffy était la nouvelle incarnation de Nika, et que c'est lui qui allait apporter la liberté là où il y en avait besoin. C'est un des meilleurs personnages jamais écrits par Oda, et son flashback est un de mes préférés de tout One Piece. J'ai tellement aimé ce passage que pour une fois, je suis prêt à pardonner le choix d'Oda de laisser Kuma en vie. Au moins temporairement, je sais pas combien de temps ça va durer, pour qu'il ait un happy end avec Bonnie. Mais allez, on referme cette parenthèse, revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Thriller Bark, c'est il me semble la dernière grande aventure des Mugiwara quand on y réfléchit. Après cet arc, on n'aura plus jamais l'impression que les pirates au chapeau de paille partent à l'exploration sur une île inconnue qu'ils viennent de découvrir. Tout ce qui suivra Thriller Bark se justifiera par un besoin de Luffy d'aller dans un endroit précis, dans la quête de rencontrer tel antagoniste, ou d'accomplir telle étape d'un plan. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire si vous êtes un peu plus loin dans l'œuvre. Et je dois bien avouer que ça me manque un peu ce genre d'ambiance. Je pense qu'on va peut-être un peu retrouver ce côté dans l'arc Airbuff qui se profile, il est attendu depuis longtemps donc ce serait bien possible, mais sinon je pense qu'on perd la valeur ajoutée d'une aventure pirate, au profit d'un récit de shonen somme toute assez classique dans la forme. Je suis persuadé qu'on peut remplacer les mots pirate, corsaire et empereur par d'autres termes sans que ça change tant de choses que ça. Mais encore une fois c'est quelque chose qui se défend, et ça ne rend pas One Piece moins prenant. Au contraire, la montée des enjeux et le talent de narration d'Oda font que le récit fonctionne toujours autant. Et de toute façon, l'aventure doit bien avancer à un moment. J'aimerais bien éviter de mourir avant qu'ils aient trouvé le One Piece. Mais on gagnerait peut-être à prendre un peu le temps de respirer, juste le temps d'une dizaine de chapitres, avant de plonger directement dans le climax d'une aventure qui a duré plus de 25 ans. Relire Thriller Bark a fait l'effet d'une bouffée d'air frais. Quand on sait tout ce qui va se passer après, l'arc prend un sens complètement différent. Et c'est d'ailleurs pas le seul qui fait cet effet. Il nous introduit des personnages qui peuvent paraître anecdotiques sur le moment, mais qui auront une importance bien plus tard, puisqu'ils devront choisir un camp et qu'ils devront se battre pour obtenir le One Piece. Il nous annonce aussi des pirates qu'on va découvrir après l'ellipse. L'équipage de Lola est lié à une des 4 empereurs sans qu'on le sache à ce moment. Concernant l'aventure en elle-même, l'idée d'une île hantée était géniale pour nous faire décompresser, après une série d'arcs qui était très sérieux et important pour le développement des personnages. Ici, malgré tout ce qui peut leur arriver, j'ai toujours gardé l'impression que les Mugiwara s'amusaient sur cette île. Parce qu'en dehors du final avec Moria et le combat contre Kuma, personne ne prend la situation réellement au sérieux. Oda s'est permis une nouvelle forme pour Luffy, le Nightmare Luffy est un gag à l'instar de l'Aqua Luffy contre Crocodile. Une forme qui n'apparaîtra qu'une fois, mais qui prouve encore une fois, pour les gens qui n'ont toujours pas compris, qu'Eiichiro Oda est largement plus intéressé par le comique que par l'épique. Un truc cartoonesque rend tout aussi bien s'il est utilisé à bon escient, et c'est le cas ici. Je vous invite vraiment à relire Thriller Bark si vous ne l'avez pas fait récemment, c'est un arc un peu à part, et c'est le calme juste avant l'enchaînement d'arcs qui vient juste après, et qui sont encore aujourd'hui parmi les plus importants de One Piece. Lisez Thriller Bark, profitez à fond de cette petite pause comique, et apprenez à apprécier ce qu'Oda adore faire. Une histoire un peu tordue, parsemée de petits gags en tout genre, grave-le pour la plupart, genre là c'est pas avec sa main que Absalom couvre la bouche de Nami, mais qui au final est l'essence même de One Piece. Une vraie ambiance d'aventure de pirate, mettant plus l'accent sur l'inconnu que sur simplement le combat et l'issue qu'il y a derrière. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Thriller Bark, j'espère que ça vous a plu. Ça faisait un moment que je voulais parler de cet arc, et la période actuelle me semblait être le bon moment pour enfin le faire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'arc en commentaire, j'aime toujours autant vous lire et discuter quand l'occasion se présente. Je vous aime même si vous faites des débats puissance, promis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à me suivre sur les autres réseaux, Twitch, TikTok et Twitter. Je suis un peu plus actif qu'ici et j'essaye de donner des nouvelles sur l'avancée des prochaines vidéos, donc pareil n'hésitez pas. J'espère que la suite des vidéos vous plaira aussi. Comme je l'ai dit pour la vidéo des 2 ans de la chaîne, je vais un peu plus m'orienter vers d'autres médias en plus des mangas et animés, et la prochaine vidéo abordera un sujet différent d'habitude. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et ce que vous en penserez, mais en attendant merci d'avoir regardé la vidéo, merci de me suivre et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.